Et cette vidéo est sponsorisée par SudVPN, c'est le VPN de Marseille, fâche le cul. Comme ça tu pourras acheter tes calaches et ton carton de pastis tous les jours sans que ta cagole de femme te voie. Viedane, pas coulin. Non je rigole, le vrai nom c'est NordVPN. Eh oui. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Ah bah fallait bien que je m'y mette aussi hein. Allez, je vous explique à ma manière ce qu'est NordVPN et pourquoi c'est intéressant un peu plus tard dans la vidéo. Putain, je viens de voir un petit Africain, il était devant chez moi sur un vélo quoi. J'ai eu peur parce qu'il ressemblait vachement à celui que je viens d'acheter quoi, tu vois. Alors du coup, je suis tout de suite allé dans mon garage pour vérifier et puis bon, c'est bon, il était encore là, il était attaché, il me réclamait à boire et à bouffer. Ouais, je sais, je téléphone avec une éponge, mais bon, c'est une double face, hein, tu peux appeler vachement loin avec. Salut à toutes et à tous. Comment ça va? Ça fait bien plaisir, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un très grand sujet. La bite. Nous allons parler des galaxies. Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est un grand sujet. Les galaxies, vaste sujet s'il n'en fut. Encore un thème que je voulais traiter depuis très longtemps. On a plein de choses à dire, on a plein de choses à voir, à analyser, on a plein de choses. Il y a certainement des choses que certains d'entre vous connaîtront déjà, mais mon but ici est vraiment de faire une introduction sur ce sujet en m'adressant aux plus néophytes d'entre vous. Après, je donnerai aussi quelques détails si vous êtes sages. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai aussi quelques autres trucs comme d'habitude. Par contre, je vais pas vous dire de rester absolument jusqu'à la fin parce que je vous dis un truc de ouf et tout. Non, c'est pas ouf, hein. C'est juste 2-3 mots comme ça. Je veux dire, si vous avez envie de vous barrer avant, vous faites bien ce que vous voulez. Pour des raisons de budget, le générique sera entièrement bruité à la bouche. Alors, une galaxie, qu'est-ce que c'est quoi donc? Mais vraiment, voilà, parce que bon, une galaxie, c'est ce que c'est une galaxie, c'est une galaxie. Mais comment ça se passe vraiment? Une galaxie est un ensemble d'étoiles. Beaucoup, vraiment. Vous imaginez un nombre d'étoiles comme ça, au hasard? 4. Non, c'est beaucoup plus. 7. Non mais 7, mais t'es con ou quoi? Non, 1000. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. Une galaxie peut contenir plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc vous imaginez un peu le nombre de planètes qu'il doit y avoir. Et peut avoir un diamètre de plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Notre galaxie, par exemple, la Voie lactée, elle contient environ 200 milliards d'étoiles et elle a un diamètre d'environ 150 000 années-lumière. Et encore, c'est pas la plus grosse, hein. Il peut y en avoir des beaucoup plus grosses que ça. Dans une galaxie, il n'y a pas non plus que des étoiles, puisqu'on retrouve aussi du gaz, de la poussière et vraisemblablement beaucoup de matière noire. Le tout lié ensemble grâce à un truc, qu'est-ce que c'est? On le sait, hein, on l'a déjà dit, hein? C'est la gravité. La gravitation, bien sûr, merci Mathieu. La gravitation qui fait que tout est lié ensemble et tout tourne autour d'un gigantesque trou noir qui se trouve au centre de la galaxie. Eh oui, au centre d'une galaxie se trouve un trou noir. Et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Je pourrais à la limite arrêter la vidéo là maintenant. Dans une galaxie, il peut donc y avoir des centaines de milliards d'étoiles. Du coup, il y a des étoiles jeunes, des étoiles vieilles, des étoiles grosses, des étoiles petites. Il y en a des blanches, des rouges, des jaunes, il y en a des très chaudes, il y en a des beaucoup moins chaudes. Ah, et on se croirait un peu à l'entrée du Titi Twister. On a de la chatte chaude, de la chatte glacée, on a de la chatte qui mouille, on a de la chatte qui pue. Et tout ce petit monde forme donc une immense population regroupée en galaxies. Alors on va essayer de couper cette vidéo en plusieurs parties, hein, dans lesquelles on traitera de différents sujets, ce qui est un petit peu le principe d'avoir plusieurs parties. On va parler de leur taille, de leur forme, de leur composition, de leur mouvement et de leur évolution. Et on va faire un brin d'histoire aussi, mais bon pas trop, c'est juste un peu, parce que bon, l'histoire c'est chiant, les mecs ils sont tous morts, hein. Ça sert à rien de vivre dans le passé, hein. Faut vivre, faut aller tout droit dans le futur. Et quand on aura fait ça les amis, on pourra aller boire un coup. Alors commençons avec l'histoire justement. Les premières galaxies ont été découvertes, on va dire, il y a un siècle. Avant elles n'existaient pas. Quoi? Je déconne. C'est-à-dire que, si vous voulez, avant 1920, on était cons. Hein. Puis d'ailleurs, je suis pas tellement sûr que ça ait beaucoup évolué depuis. Quand on pointait un télescope ou une lunette vers le ciel pour voir les étoiles, hein, parce que généralement c'est là qu'il y en a le plus, il y a des trucs, on savait à peu près ce que c'était, et il y en a d'autres, on savait pas trop ce que c'était. C'est-à-dire, on connaissait les planètes, les étoiles, les amas d'étoiles, les comètes et autres trucs comme ça, mais les galaxies, on ne savait pas que ça existait. En fait, quand les télescopes étaient pas encore très performants et permettaient pas vraiment de voir de détails, les galaxies ressemblaient à des taches floues, hein, qu'on interprétait comme des nébuleuses de lumière, ou tout simplement des amas d'étoiles, mais qui, de toute façon, étaient bel et bien dans notre galaxie. En gros, tout ce qui était pas flou, c'était des planètes, des étoiles, des comètes et tout ça, et tout ce qui était un peu flou, on appelait ça des nébuleuses. Nébuleuse qui vient d'ailleurs du latin nebula, hein, qui veut dire nuage. Mais nébula, ça a quand même un peu plus de classe, hein. Je veux dire, tu vois, si elle, par exemple, elle s'appelait nuage, bon ça aurait un peu moins de gueule. En fait, à l'époque, avec les instruments qu'on avait, on savait pas faire la différence entre une vraie nébuleuse et puis finalement une galaxie. Donc tout ce qui était flou, on mettait tout ça dans le même panier, quoi. C'est un peu la même chose qu'on fait que les Chinois et les Japonais, hein. Je veux dire, encore aujourd'hui, c'est pas facile de faire la différence, hein, même avec un télescope. Le tout
tout premier gars qui a dit aux autres, les mecs, moi je dis ça, je dis rien. Les deux trucs qu'on voit là, moi je pense que c'est pas la même chose. Lui, c'était le philosophe Emmanuel Kant. C'est-à-dire le mec, en plus de faire de la philosophie, il savait faire de l'astronomie. Alors que moi, par exemple, en plus de savoir faire les pâtes, bah je sais aussi faire des knackis. Alors là, je vais pas m'étendre sur tous les détails de l'histoire parce que le rôle d'Emmanuel Kant dans la découverte des galaxies a été méchamment bien expliqué dans l'une des toutes dernières vidéos de Bruce Benamran sur sa merveilleuse chaîne Y penser. La vidéo s'appelle tout simplement le Big Bang et elle est là. Pour parler du Big Bang, il faut parler des galaxies et de leur mouvement et bien sûr de toutes ces découvertes et c'est ce que fait Bruce très bien. Je ne pense donc pas qu'il faille tout répéter. Par contre, il y a un truc dont je crois qu'il n'a pas parlé. En 1845, il y a un type en Irlande. C'est tout. Voyons, de quoi tu parles? Le type s'appelle William Parsons. Il est riche, il aime l'astronomie. Il se fait donc construire un bon gros télescope des familles, hein, vraiment un truc un peu de ouf. Pour l'époque, hein, aujourd'hui le truc c'est de la pisse de chat. Et grâce à ça, le type va commencer à voir des différences entre les nébuleuses, en remarquant qu'il y en a qui ont des formes elliptiques et d'autres qui sont plutôt en forme de spirale. C'est lui qui va faire les tout premiers dessins des galaxies sans exactement savoir ce que c'est. Et accessoirement, c'est aussi lui qui va donner son nom à la fameuse nébuleuse du crabe. Hein. C'est cette très belle nébuleuse hein, dont on parle très souvent, qui est en fait un rémanent d'une supernova qui a explosé il y a 1000 ans. Hein. Et il l'appelait la nébuleuse du crabe tout simplement parce que quand il l'a découvert, bah, il était à l'apéro et puis bon, bah, il y avait des petits corallas, puis voilà, il est en train d'en bouffer un, il a vu le truc, bah voilà, il a pas cherché plus loin. Et c'est en 1924, presque 80 ans plus tard, que Edwin Hubble, un gars dont on parle dans une vidéo d'astronomie sur 3, va véritablement comprendre par tout un système de raisonnement et de calcul complètement taré que ces taches floues sont en fait des étoiles beaucoup plus loin que ce qu'on pensait qu'elles étaient et qu'elles ne font pas partie de notre galaxie, mais qu'elles sont bel et bien en dehors, qu'elles sont donc immensément plus grandes, et que ce sont en fait d'autres galaxies. Bam! Le terme galaxie était déjà apparu avant, hein, en 1920. D'ailleurs, le mot galaxie, ça vient du latin galaxias, hein, qui vient lui-même du grec... Enfin, je sais pas comment on dit, voilà, je sais pas. Et ça veut dire voie lactée. Le mot galaxie, en fait, hein, il y a un rapport avec le lait. Hein, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un chocolat qui s'appelle Galac. Vous savez, le chocolat blanc, là, avec un vieux dauphin qui se fout toujours dans la merde partout, là, que les autres doivent aller sauver, là, en prenant du Galac, qui va réfléchir à la lumière du soleil. Alors qu'en fait, normalement, il devrait fondre. Hein, bah oui, mais je suis désolé, tu fous du chocolat au soleil, il fond. Il réfléchit pas à la lumière comme ça. Normalement, les mecs, ils devraient en avoir plein les mains. C'est n'importe quoi. Enfin voilà, galaxie, ça vient de lait. Hein, enfin, voie lactée, quoi. C'est sympa. Ouais. C'est pas étonnant qu'il y en a quelques-unes qui aiment bien se prendre un peu de galaxie dans la face, hein, c'est bien du lait ça. Donc, quand le mec te démontre par A plus B qu'il existe d'autres galaxies dans l'univers, alors là, le monde change. Le monde change. Ah oui, complètement. Il change comment ? Non, enfin bon, non, il change pas tant que ça, mais... Et au fur et à mesure, il en découvre tellement que il va commencer à se dire que il va bien falloir les classer, les petites mémères. Parce que là, on s'en sort plus, il y a plus de place, quoi. Je veux dire, il y en a partout, ça déborde. Titre. Et voilà donc pour la partie histoire, je ne m'étends pas plus. Si vous voulez en savoir plus, allez voir les vidéos de Bruce. Donc, comment Edwin Hubble va classer les galaxies qui sont, d'après ce qu'on a pu voir aujourd'hui, plus de 2000 milliards dans l'univers. Et encore là, on parle juste de la partie observable, hein. Il y en a certainement encore beaucoup plus que ça. Ah oui, mais en même temps, l'univers, il est tellement vaste qu'on n'en connaît même pas les dimensions. Un peu comme ma bite. Hubble va donc créer ce qu'on appelle la séquence d'Hubble. Pour faire simple, et pour rester dans l'à peu près, on va dire qu'il y a 3 sortes de galaxies. Il y a d'abord les galaxies spirales. Elles représenteraient environ 80% des galaxies de notre univers. 2 galaxies sur 3 sont des galaxies spirales. Les galaxies spirales, c'est celles qu'on voit le plus souvent en photo, là, vous savez, dans les magazines, parce que c'est vrai que c'est quand même celles qui ont le plus de gueule, quoi. Voilà, vraiment. Regardez-moi ça, là. Regardez celle-là, encore celle-là. Franchement, c'est classe, quoi. C'est un truc de ouf, là, hein, vraiment. C'est merveilleux. Des images qui font plaisir à voir. Les galaxies spirales ont ce qu'on appelle des bras. Il y en a plus ou moins, hein. Il y a des galaxies qui en ont beaucoup et d'autres qui en ont beaucoup moins. Et ces bras tournent autour du centre de la galaxie qu'on appelle le bulbe. Et c'est dans ces bras, hein, des galaxies, que se forment les étoiles, ce qui veut dire que les bras sont principalement composés d'étoiles jeunes. Et d'ailleurs, on peut immédiatement se poser la question, comment se forment les bras d'une galaxie ? Hein ? Comment ? Et bah ça, on sait pas vraiment. C'est pour ça que ça me plaît hein, de parler de ça. D'ailleurs, hein, j'aime beaucoup vous parler d'un sujet comme celui-ci. Parce que bon, si vous voulez, quand on sait un truc, bon, bah moi je vais le lire, hein, je vais déjà essayer de le comprendre, et après je vais essayer de vous le réexpliquer tel que je l'ai compris. Déjà, rien que ça, la tâche est rude. Mais quand je lis un truc, et qu'au début de l'article, il y a écrit « Actuellement, les astronomes ne savent pas exactement comment se forment les bras spiraux. » Ah bah là, j'adore, attends, là, clairement, quand je vois ça, je me dis « Oh, super, là, je vais pouvoir en parler. » Donc, les bras des galaxies, on sait pas vraiment comment ça se forme. On a bien 3-4 théories, mais franchement, on sait pas sûr. Attention messieurs,
pas sûr. Bah non, c'est pas sûr, non. Si on les regarde de profil, les galaxies spirales ressemblent un peu à des pizzas, ou des frisbees, ou des roues, ou des... Enfin, un truc rond, quoi. Enfin, retenez simplement qu'une galaxie spirale est un peu aplatie, hein, et a une forme de disque, voilà, ça fait un disque d'étoiles, hein, un disque d'étoiles, c'est joli, hein, On voit aussi que toutes les étoiles tournent dans le même sens. Logique, me direz-vous, sauf que vous allez voir qu'en fait, c'est pas forcément le cas pour les autres types de galaxies. Bon, elles tournent dans le même sens, c'est vrai, mais c'est un peu le bordel quand même, hein. Franchement, c'est pas non plus le truc hyper régulier, quoi. Je pense que ça doit être des étoiles mâles, hein. Ça doit pas être des étoiles femelles, ça. Oui, parce que quand tu regardes cette vidéo, par exemple, tu demandes à des gamins de marcher en rythme. Bon, tu vois quand même une petite différence entre les gars et les filles, quoi. Chez les filles, c'est absolument nickel chrome, alors que chez les mecs, c'est complètement le bordel. Enfin bon, on s'en fout, de toute façon, on est toujours mieux payé qu'elles. La vitesse de rotation des étoiles n'est pas la même selon qu'elles se situent plutôt au centre ou à l'extérieur. Les étoiles du centre tournent en général beaucoup plus vite. C'est d'ailleurs un peu chelou parce que le mouvement global des galaxies spirales devrait faire que les bras disparaissent au bout d'un moment. Ah oui, mais ils devraient se refermer en quelque sorte avec la vitesse de rotation. Et il y a même certaines étoiles qui pourraient, elles, être carrément éjectées de la galaxie. Alors qu'en fait, eh ben, c'est pas le cas. Voilà, elles restent toujours avec la même forme. Pourquoi? Alors, je l'ai lu dans un article, mais je saurais pas bien vous le redire. Si vous voulez, c'est une histoire de gaz hein, qui a subi une onde de choc. Hein, ça s'appelle la théorie des ondes de densité. Mais ouais, t'as rien compris, quoi. Mais tu veux pas la fermer, toi? Oh, le boulet! Et on peut voir qu'il y a également beaucoup de matière, hein, comme du gaz et de la poussière. Quand on voit des endroits beaucoup plus sombres que les autres, hein, c'est pas parce qu'il y a moins d'étoiles, c'est parce qu'il y a de la poussière et du gaz qui cachent la lumière des étoiles qui sont derrière. Il y a des étoiles, mais elles sont derrière, hein, derrière le nuage, quoi. On voit pas le truc, parce qu'elles sont, voilà, ça cache derrière, quoi. Je veux dire, voilà, vous comprenez, quoi. Et mais explique-leur, parce que, voilà, elles sont où, les étoiles? Derrière! Les mecs, oh! Derrière! Et comment on sait qu'il y a bien des étoiles derrière? Voilà bien une question tout à fait pertinente et qui en intéressera plus d'un. Eh bien parce qu'en regardant aux mêmes endroits avec des télescopes spatiaux spéciaux, hein, qui voient dans différentes longueurs d'onde, on voit toujours des rayons, mais invisibles à l'œil nu. On voit les étoiles, mais dans les rayons infrarouges, les rayons X et tous ces trucs-là. Ça, ce sont des rayons qui sont pas bloqués par la poussière. Voilà, donc il y a bien des étoiles. Voilà. Quand on annonce un truc, on le prouve, hein, voilà, on raconte pas n'importe quoi sans savoir. Ah ouais, vous savez très bien de quoi je veux parler. Et si on veut aller encore plus loin, on peut dire que dans la catégorie des galaxies spirales, il y a aussi des sous-catégories, avec notamment des galaxies spirales barrées qu'on appelle galaxies SB. La différence avec les spirales normales, c'est que là, les bras de la galaxie ne partent pas de son centre, mais d'une sorte de ligne d'étoiles qu'on appelle une barre qui traverse la galaxie de part et d'autre. Vous voyez, là, il y a une sorte de barre d'étoiles au milieu, hein, et les deux bras partent des bouts de la barre. Absolument, des bouts de la barre. Et du coup, il doit y avoir la musique du bout de la barre. Il y a même des sous-sous-catégories dans cette sous-catégorie-là, mais on va pas en parler. Il y a aussi des super galaxies spirales, des galaxies 10 fois plus grandes que les autres, 10 fois plus lumineuses et beaucoup plus massives. Elles créent des étoiles absolument énormes qui tournent beaucoup plus vite aussi autour du centre de la galaxie. Celles-là, on les a découvertes assez récemment parce qu'elles sont hyper loin. Hein. Actuellement, on doit en connaître une centaine, je crois. Ouais, c'est pas énorme. Et voilà pour les galaxies spirales. Viennent ensuite les galaxies elliptiques. Alors là, déjà, on voit que leur forme est très différente. Hein. Là, vraiment, ça n'a plus rien à voir. Les galaxies elliptiques sont simplement de gigantesques amas d'étoiles sans forme particulière. Ça forme une espèce de boule ou de sphère ovale, quoi, elliptique donc, qui ressemble un peu à un ballon de rugby. Quel que soit l'angle sous lequel on le regarde, on a toujours l'impression qu'elles sont plus ou moins rondes ou ovales, quoi. La luminosité d'une elliptique est à peu près la même partout, hein, contrairement à une spirale. Et à l'intérieur de ces galaxies, les mouvements des étoiles sont complètement aléatoires. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans ces galaxies, il y a surtout des étoiles et pas grand chose d'autre. Pas d'immenses nuages de gaz ou de poussière. Et comme c'est en général dans les nuages de gaz appelés nébuleuses que naissent les jeunes étoiles, et bah comme ici il n'y en a pas, on comprend que les galaxies elliptiques sont en général composées de vieilles étoiles. En fait, on pourrait tout aussi bien les appeler les galaxies maison de retraite, hein, ou même les galaxies qui sentent la pisse. Oh, c'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Oui, bah désolé, j'arrête pas. Je suis désolé, vraiment. Je ne peux pas m'en empêcher. Il est également intéressant de dire que les galaxies elliptiques sont les plus grandes des galaxies. Elles sont en général beaucoup plus grandes que les galaxies des autres types. En fait, elles sont tellement grandes qu'on pense même que ce serait au départ deux galaxies différentes qui auraient fusionné pour en créer une plus grande. Des galaxies qui fusionnent. Absolument. Et elles font comment? Bah elles font comment? Elles font comme quand tu fusionnes, quoi. Elles font... Alors dans la catégorie des galaxies elliptiques, il y a évidemment aussi plusieurs sous-catégories, hein, selon leur forme exacte, mais je suis pas non plus hyper sûr que tous ces détails vous intéressent, hein. Alors du coup, je vais quand même vous les donner. Toutes les galaxies elliptiques ne se ressemblent pas comme deux gouttes de rhum, hein.
Vous voyez, ouais, j'ai changé. Vous avez vu, je dis plus le pastis maintenant. Je l'ai expliqué dans mon live, hein, voilà, pour ceux qui l'ont vu, le pastis et moi, c'est fini. Voilà. Place au rhum. Enfin, place au rhum, l'alcool, hein, pas les gens. Hein. Les rhums, on sait très bien qu'il n'y a pas de place pour eux. Il y a donc des galaxies qui sont très elliptiques, on dirait un peu des œufs, et d'autres galaxies qui sont plutôt rondes, on dirait des œufs, mais ronds. Et après, il y a aussi celles qui sont entre les deux. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un excellent moment pour vous parler de mon sponsor. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je suis pour la première fois sponsorisé par le sponsor officiel des youtubeurs, NordVPN. Une bonne partie d'entre vous doit déjà bien savoir de quoi il s'agit, je vais donc expliquer le principe pour la bande de trous de balles qui savent pas encore ce que c'est. Alors déjà, que veut dire VPN? Vieille pétasse Non, alors non, déjà, non, alors c'est mon premier partenariat. On va essayer de rester un peu poli. VPN, ça veut dire Virtual Private Network. Motherfucker. Ah, mais quand je parle anglais, j'ai toujours envie de dire ça. C'est mon côté un peu Samuel L. Jackson. Well, I'm a mushroom cloud laying motherfucker. Un VPN, ça permet de cacher tout ce que vous faites sur Internet. En gros, je m'adresse aux gars, allez vous abonner tout de suite. Parce que parfois, le problème, c'est que bon, quand vous faites vos recherches sur Internet, bon, bah, c'est-à-dire vous faites vos recherches, hein, comme tout le monde, hein, normal. Bon, bah, quand vous surfez sur le web, si vous naviguez à découvert, vous pouvez éventuellement vous prendre une bastos à n'importe quel moment, les gars. Parce que bon, je sais pas vous, hein, mais moi, 99% du temps où je fais mes recherches sur Internet, je me dis... Espérons que notre présence passera inaperçue. Mais le truc, c'est qu'il suffit qu'un gars qui a suivi quelques tutos de hacking sur Internet s'intéresse à vous pour que, en gros, bah, il sache absolument tout ce que vous faites, sur quel site vous allez, avec qui vous discutez, vos habitudes, et puis bah, ce que vous partagez. Toi, t'es en train de faire tes recherches tranquillement et de télécharger tes 12 Tera de films par jour en pensant que personne va te voir, sauf que lui, bah, il va te dire... Vous ne pouvez pas vous cacher. Je vous vois. Ah ouais, bah ça fout les moules, hein. Et bien dans ce cas, mes petits amis, vous devriez peut-être penser à utiliser un VPN. Comprenez qu'un VPN va tout simplement créer un réseau privé entre deux personnes qui échangent des données. Et il va crypter toutes les informations de sorte que personne, et je dis bien personne, ne puisse savoir ce que vous faites ou ce que vous partagez. Bon, c'est simplifié, mais en gros, le hacker, quand il essaiera de rentrer dans ton ordi, bah il va voir ça. En plus, ce qui est très bon avec un VPN, c'est que tu peux changer ton adresse IP. Et ça, c'est pratique, parce que si par exemple, il y a des sites internet avec du contenu qui est pas accessible en France, bah grâce à un VPN, tu peux faire croire que t'es dans un autre pays, et du coup, accéder à plus de contenu. Un des meilleurs exemples étant bien sûr Netflix. Eh oui, avec un VPN, à toi toute la saga des Sharknado. Rendez-vous compte, il y a plus de 5000 serveurs dans le monde. Hein, tant que ça? Eh ouais, c'est énorme. Donc voilà mes cousins, si vous allez sur NordVPN/parsec, ah j'ai pas pu mettre le 12, il fallait mettre que des lettres, vous pourrez avoir des bonnes grosses promotions, parce qu'il se trouve qu'ils ont fait une offre plutôt sympa pour Noël. Vous pouvez obtenir un abonnement de 3 ans avec 81% de réduction, plus 2 cadeaux incroyables. Pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 mois gratos. Sainte Marie, Mère de Dieu, mais y a rien de gratuit dans cette vie, profitez-en bordel. Et en plus, vous aurez aussi droit à une application de gestion de mots de passe qui s'appelle NordPass, totalement gratos aussi. Franchement, on se fout pas de votre gueule. Alors, qu'est-ce que je disais, moi? Entre les galaxies elliptiques et les galaxies spirales, il y a les galaxies lenticulaires. Ce sont des galaxies aplaties, en forme de disque, avec un bulbe central, hein, comme les galaxies spirales, mais sans structure particulière, comme les elliptiques. Voilà, il n'y a pas de bras, donc voilà, il n'y a pas de galac non plus, hein, bah, parce que pas de bras, pas de chocolat. En fait, on pense que ces galaxies sont l'étape intermédiaire entre les spirales et les elliptiques. Mais bon, en même temps, il n'y a pas eu beaucoup d'études sur ce type de galaxies pour l'instant. Nous pouvons également trouver des galaxies irrégulières. Alors là, c'est pas compliqué, ce sont toutes les galaxies qui ne rentre dans aucune des catégories qu'on a citées pour l'instant. Parce que oui, il faut savoir que dans l'univers, il y a aussi toute une chier de galaxies qui ne ressemblent absolument à rien. Elles n'ont aucune forme, on dirait juste des taches. Les nuages de Magellan, par exemple, deux petites galaxies qui sont à côté de la nôtre, sont des galaxies irrégulières. Il existe aussi un très grand nombre de galaxies naines, hein, des galaxies minuscules, quoi, qui font des fois 1% seulement de la taille de la Voie lactée. Les galaxies naines sont en général des galaxies satellites, qui orbitent autour de galaxies beaucoup plus grandes. Nous, par exemple, la Voie lactée, on en a au moins une dizaine de galaxies satellites. Il y a même des galaxies qui sont tellement petites qu'elles peuvent rentrer dans le collier d'un chat. Une galaxie, c'est des milliards d'étoiles et de planètes, c'est trop gros. Ah bah, je suis bien d'accord, oui. C'est bien pour ça que Men in Black c'est n'importe quoi. Enfin non d'ailleurs, il y a un truc, il y a un seul truc qui est totalement vrai dans Men in Black. C'est le plan de fin, vraiment le dernier plan du film, vous savez, cette espèce de zoom arrière énorme là, lorsqu'on se rend compte que notre planète, notre système solaire, et même plus largement la galaxie, se trouve en fait à l'intérieur d'une bille avec laquelle jouent des extraterrestres, des immenses extraterrestres, qui est en fait juste une petite galaxie comme toutes les autres, qui se trouvent chacune dans des billes. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est totalement officiel, hein. Ça a été prouvé, ça a été validé par Nabila. Et justement, tiens, notre bonne vieille Voie lactée dans tout ça, à quelle catégorie de galaxie qu'elle appartient-elle? Parce que paradoxalement, la Voie lactée est bien évidemment la galaxie la plus connue, mais aussi celle qu'il est le moins facile d'étudier à l'échelle globale, étant donné qu'on ne peut pas la voir en entier. Donc, pour calculer sa masse et pour trouver sa couleur générale et puis son rayonnement total, bah là, on est bien dans la purée. Bah oui, notre galaxie, on peut la voir que de l'intérieur, donc c'est assez difficile
difficile de se la représenter entièrement. C'est un peu comme si on était une olive sur une pizza. Hein, voilà, bah, nous, on voit la pizza de l'intérieur. Hein, voilà, la pizza, c'est la galaxie et l'olive, c'est nous. Bah oui, bah, c'est l'olive. C'est bon, une olive, hein? Une olive. En tout cas, on peut pas la voir de l'extérieur. Pour ce faire, il faudrait qu'on puisse en sortir, mais c'est beaucoup trop loin, donc du coup, on étudie les autres galaxies pour voir à quoi elles ressemblent. En même temps, on dit que c'est pas facile d'étudier notre galaxie parce qu'on peut pas la voir en entier, mais d'un autre côté, il y a quand même un truc qui nous aide vachement. Bah oui les potos, mais à la question à quel type de galaxie appartient la Voie lactée, bah la réponse se trouve dans le ciel nocturne. Quand vous voyez cette bande d'étoiles là qui fait un arc de cercle dans le ciel, bah en fait, ça c'est un bras de la galaxie. Ce qui veut dire que la Voie lactée est donc une galaxie spirale. C'est QFD. On fait partie d'un disque, un disque plat. Eh ouais les potes, ouais, la Terre est ronde, mais la galaxie est plate. Pas comme Salma Hayek. Si la Voie lactée était une galaxie elliptique, on n'aurait pas ça. Et d'ailleurs, grâce à des études plus poussées, on sait aujourd'hui, avec la répartition des étoiles, que la Voie lactée est une galaxie spirale barrée. Andromède, par exemple, la première vraie grosse galaxie la plus proche de nous, hein, qui est située à un bon gros tas d'années-lumière, est une galaxie spirale normale. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle d'Andromède, ça va me faire ma transition. Est-ce que vous savez que les galaxies bougent dans l'univers? Tiens non. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On appelle ça l'expansion de l'univers. Renseignez-vous, hein. Le Big Bang, tout ça, ça vous parle? Bon, bah si au début il y avait rien, voilà, il y avait absolument rien, bah à un moment donné ça a tout à péter comme ça, bah il y a eu un mouvement, il y avait bien eu un mouvement comme ça, hein. Les galaxies c'est mes mains, hein. Bah si ça fait ça, il y a un mouvement, hein. Les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres au fur et à mesure et même de plus en plus vite. Et il suffit simplement de passer le film à l'envers pour comprendre qu'au début, elles étaient toutes rassemblées en un seul point. Et qu'il y a eu un truc qui a fait que d'un seul coup tout a pété, elles se sont toutes éloignées les unes des autres de plus en plus vite. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Ouais, je viens de t'expliquer le Big Bang en 15 secondes avec mes mains. Il se la pète un peu quand même. Ouais, mais efficace. Et dans cette expansion, dans ce grand mouvement des galaxies, il y en a certaines qui se rentrent dedans. Il existe des collisions de galaxies. Enfin, à vrai dire, c'est plutôt des fusions que des collisions. Ah oui, mais il faut bien comprendre que l'espace entre les étoiles est tellement immense que même s'il y a une collision, les étoiles en fait, elles ne font que se croiser sans quasiment jamais se toucher. Enfin, ça peut arriver en fait, mais c'est rarissime. Elles ne font que se croiser sans véritablement que ça pose de problème. Dans quelques milliards d'années, la galaxie d'Andromède et la Voie lactée fusionneront. On appellera ça en anglais la Milk Andromeda. La Andromède lactée. Déjà que Sean, on dirait une meuf, si en plus tu lui rajoutes du lait dessus, alors là vraiment c'est pas l'aider les mecs. Et si les humains vivent assez longtemps pour voir ça, en fait il y a même des chances pour qu'on s'en aperçoive même pas. On s'en rendra pas compte du tout, on sentira absolument rien, comme quand on prend du GHB. C'est aussi pour ça qu'on vous en donne. Enfin voilà, dans l'univers il existe du cannibalisme galactique. Les galaxies se bouffent entre elles. Quand il y a une fusion de galaxies, qu'on appelle une fusion galactique, si on a une des deux qui est plus grosse que l'autre, elle va bouffer la plus petite. La forme de la plus grosse changera quasiment pas, alors que la petite va se faire complètement déchirer. Là par exemple, c'est très certainement ce qui va se passer, et puis pas dans 1 million d'années. Et quand deux grosses galaxies se rentrent dedans, eh bien leur trou noir fusionne. Il n'y a pas de jeu de mots là, non, c'est bon. Je pense que j'ai assez parlé de cul pour le moment, je pense qu'on peut arrêter là. Et d'ailleurs en parlant de trou noir, est-ce que vous savez que cette année on a fêté les 40 ans de Marc Dorcel? Comme je disais au début de la vidéo, il y a bel et bien un trou noir au centre de chaque galaxie. Et d'ailleurs dites-moi, il y a personne qui me demande là comment ça se fait que, alors qu'il y a un trou noir au centre de la galaxie qui est censé absorber la lumière et la matière, c'est justement l'endroit le plus lumineux de la galaxie. Et pourquoi même des fois il devient encore plus lumineux qu'à son habitude? Ça, c'est la question. Ah bah oui, c'est la question. Non, parce que ça, je peux vous en parler. Ah bah ouais, je suis tombé sur un article qui disait « Le trou noir supermassif au cœur de notre galaxie a soudainement commencé à briller plus fort que jamais et les astronomes ne savent pas pourquoi. » Ah c'est sûr que quand je dis ça, je me sens dans mon élément. Hein. Je me dis vraiment que je pourrais faire de l'astronomie mon métier. Bah d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Non mais en fait, bon, si, ce qu'on sait, c'est qu'au centre d'une galaxie, il y a énormément de vieilles étoiles, qui sont beaucoup plus nombreuses et aussi beaucoup plus concentrées. On sait qu'il doit y avoir aussi des nuages de gaz qui reflètent et qui diffusent la lumière des étoiles. En gros, il y a plus de monde au centre qu'en périphérie. En même temps, c'est normal, tu préfères quand même habiter à Châtelet, au Marais ou au quartier latin, plutôt qu'à Fontenay-sous-Bois, Bagneux ou Villeneuve-la-Garenne. Ah non, mais je sais bien, hein, avant d'être à Marseille, j'étais à Neuilly-Plaisance, les gars. Donc les villes de dépressifs, je connais. Tiens, 2 mots aussi sur la répartition des galaxies dans l'univers. Ça va. Voilà, c'est bien, c'est pas mal. Quand on regarde le ciel et qu'on étudie les galaxies dans l'univers, on comprend plein de trucs. Et notamment que les galaxies sont liées entre elles à cause de la gravité. Et du coup, même à l'échelle des galaxies, on va pouvoir faire des groupes. Un groupe de galaxies classiques, ça va chercher dans les... tu comptes une cinquantaine, voilà. Tu prends 50 galaxies, ça te fait un groupe. Bon, mais maintenant vous prenez des centaines de groupes. Ça mes amis, on appelle ça un amas de galaxies. Là, il y a plusieurs milliers de galaxies. Il commence à y avoir un peu de monde. Pour réserver au resto, c'est pas facile. Et quand vous regroupez des amas de galaxies, vous avez à la toute fin des super amas. Ce sont des groupes qui contiennent des centaines et des centaines de milliers de galaxies. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que au niveau de la répartition des super amas dans l'univers, c'est pas uniforme. Il y en a pas partout. Quand on regarde à très grande échelle,
ciel, bah, c'est assez chelou parce qu'en fait, c'est organisé en sorte de filament. C'est un peu comme un réseau de routes. Vous avez peut-être déjà vu cette image, c'est un grossissement au microscope des cheveux de Trunks. En fait, cette image est une représentation de la plus grande structure de l'univers qu'on puisse connaître qui montre la répartition des galaxies. Pour vous donner une idée de la taille, je vais vous donner deux chiffres qui vous donneront absolument aucune idée de la taille. En largeur, on est sur du 10 milliards d'années-lumière et en hauteur, 7. Voilà. C'est grand quoi. Et entre les galaxies, bah c'est du vide, voilà, excepté les nuages de gaz intergalactiques. Allez, on termine cette vidéo sur les galaxies en parlant de leur évolution. Comment les galaxies évoluent? C'est quoi le futur des galaxies? Qu'est-ce qui se passe quand il y aura plus rien? Bah, il y aura plus rien. Non mais une galaxie, c'est pas éternel. C'est comme une étoile, c'est comme nous. Hein. Dans l'univers, même à l'échelle des galaxies, il y a rien qui est éternel. Sauf Mike Brandt. Si, Mike Brandt, il est éternel. Hein. C'est même écrit sur son disque. Eh, qu'est-ce que vous croyez? Il y a de la référence. Hein. Ça s'appelle de la culture. Hein. Une galaxie, ça vit et ça existe parce que ça produit des étoiles. Tant qu'elle en produit, bah, elle peut continuer à vivre, donc ça va. Et elle arrive à en produire grâce à toutes les nébuleuses et tous ces grands nuages de gaz qu'elle a à l'intérieur et dans lesquels les étoiles naissent. Mais au bout d'un moment, au bout de dizaines, voire centaines de milliards d'années, les réserves de gaz qui forment les étoiles, c'est pas illimité. Quand une étoile meurt, une partie de son gaz est éjectée dans l'espace sous forme de nébuleuse, et ça va servir à créer d'autres étoiles. Mais c'est qu'une petite partie. La majeure partie du gaz finit sous forme soit de naine blanche, soit de trou noir, soit encore d'étoiles à neutrons. Et donc les gaz, bah, ils restent en quelque sorte emprisonnés, et ils peuvent plus servir à créer d'autres étoiles. Donc la matière qui sert à créer des étoiles, bah, il y en a de moins en moins. La preuve, dans les galaxies elliptiques dont on a parlé, et bah, aujourd'hui il n'y a plus de gaz, voilà, il reste plus que des vieilles étoiles. Elle ne peut plus créer de nouvelles étoiles. Et quand il n'y a plus d'étoiles qui naissent, bah, il reste plus que les vieilles qui continuent de vieillir. C'est un peu comme dans le très bon film Les Fils de l'Homme, mais bon, là c'est avec des étoiles. Et si c'est vrai qu'il y a des étoiles qui vivent très longtemps, et que notamment les étoiles qui vivent le plus longtemps, c'est les naines rouges qui peuvent vivre des centaines de milliards d'années, bah n'empêche qu'il y a quand même bien un moment où elles vont finir par s'éteindre. Parce qu'encore une fois, rien n'est éternel. Donc au fur et à mesure que les étoiles s'éteignent, les galaxies se refroidissent. Il restera plus que des objets qui auront des masses très faibles, et qui finiront vraisemblablement par être éjectés de la galaxie, ou plutôt être attirés dans le centre de la galaxie et finiront dans le trou noir. Et au final, les galaxies disparaîtront. Elles finiront effacées. Effacé de la réalité. Mais ouais, hein, non, mais la science, ça envoie du lourd, mais ça fout les jetons. Hein. Allez, mesdames et messieurs, on est pas mal. Voilà donc tout ce qu'il fallait à peu près savoir sur les galaxies qui peuplent notre univers. Il y a bien évidemment, et comme d'habitude, un paquet de détails que je n'ai pas précisé, mais là, on n'est plus à ça près. Mon but, encore une fois, et que ce soit clair, est simplement de vous initier à ce merveilleux sujet qu'est l'astronomie en général, et les galaxies en particulier. Si, grâce à ces vidéos, vous avez envie d'en savoir plus et vous vous montrez intéressé, et ben franchement, j'en serais ravi, parce que j'aurais tout simplement rempli la mission que je me suis fixée. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu tout ça, si au moins vous avez rigolé un bon coup parce que je raconte quelques conneries, je serais très heureux aussi parce que c'est ma deuxième mission. Allez, 2 ou 3 petits mots comme d'habitude. D'abord, je remercie grandement toutes les personnes qui étaient présentes lors du live des 100 000 abonnés. Hein. On a eu un petit pic à 1500 personnes, j'étais très content. Et je remercie aussi chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont fait des dons, c'était assez mortel aussi de votre part. C'était mon tout premier live, il y avait une grosse partie improvisée, hein. Il y avait même normalement des modérateurs qui étaient prévus, hein. Mais comme un bon abruti que je suis, bah, au moment de lancer le truc, j'ai oublié de les inviter. Donc, alors qu'ils étaient prévus depuis 3 jours les mecs. Donc évidemment, bah, dans le chat, c'est parti un petit peu en live. Je suis un peu désolé pour ça, c'est pas trop grave, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne se reproduira plus. Bref, les retours ont été plutôt positifs. Moi, ça m'a bien plu de pouvoir discuter avec vous en direct comme ça. Donc bah voilà, il n'est pas exclu qu'un de ces 4, j'en fasse un petit comme ça pour le plaisir. Merci à toutes et tous d'être encore là, d'être toujours là. Je posterai encore une dernière vidéo ce mois-ci, avant la fin de l'année, et dès 2020, je me lance dans de nouveaux formats. Comme je l'ai expliqué dans mon live, hein, j'ai envie de m'essayer à d'autres petites choses, et notamment en rapport avec le cinéma, toujours en rapport avec l'astronomie, mais aussi le cinéma, plus d'autres petites choses aussi encore. Ça fait plusieurs mois que je vous le dis, ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis, et je pense avoir enfin trouvé les quelques idées que j'ai vraiment envie de concrétiser. Allez, je vous laisse, j'ai un peu de lecture à faire pour préparer mon nouveau job. Ah oui, quel genre de job? Ah, c'est pile dans mes cordes. Je vous salue bien bas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, c'était Yann Solo sur 12 Parsec, ciao.